Le micro allumé, donc bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch GuillemDHEH, qui est l'émanation de la chaîne YouTube à succès d'histoire en histoire, à succès ou pas. Ce soir, je reçois une autre chaîne YouTube à succès, elle aussi membre du label Hérodote, le collègue Excavator, que voici. Bonsoir. Dont vous pouvez voir le Ah. Twitter au fond. Bonsoir Excavator, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien. Et toi, et vous tous d'ailleurs? Alors moi ça va du coup, en même temps j'aime beaucoup ce genre de début de vidéo parce qu'à chaque fois on fait genre on vient de se connecter, on vient d'arriver alors qu'en fait ça fait 20 minutes qu'on papote en off Tout à fait. pour organiser le bazar, c'est formidable. Alors je viens de découvrir aujourd'hui par un RT du musée de Toulouse, nous dit Darkadenis. Bah ouais, parce qu'on va en parler aujourd'hui du musée Saint-Raymond de Toulouse. Regarde, hop, dès que j'aurai réussi à cliquer au bon endroit, boum, le voilà le musée Saint-Raymond de Toulouse, avec cette magnifique affiche. Spoiler, aujourd'hui on parle de Mitra. J'imagine que vous êtes tous profondément chamboulés parce que personne n'avait eu l'idée de lire le titre du live avant que j'affiche la bannière. Du coup, cette exposition au musée de Toulouse, elle a commencé le 13 mai, elle va se terminer le 30 octobre, donc d'ici à la louche un mois et demi. Et nous l'avons visité tous les deux, mais pas au même moment. Tu l'as visité quand, toi, déjà, Excavator? C'était au mois de juin, je crois, non? Mois de juillet, je te dirais, je pense, début Début juillet? juillet. D'accord, je pensais que c'était en juin. Je crois début juillet, ouais. D'accord, et puis moi je suis allé squatter les locaux fin août, je crois que c'était le 30, donc c'est assez récent. J'ai fait une petite excursion au milieu de mes vacances pour aller embêter toutes les équipes et écouter les voix off de Jean-Christophe Piot, puisque l'exposition a également un contenu audio. Il y a donc un audio guide qui est bien fait et qui, au-delà de l'aspect, j'allais dire musée classique, encore que l'exposition n'est pas si classique que ça, on en parlait tout à l'heure avec Excavator, il y a quelques animations et dispositifs de médiation qui sont très sympas. Et bien en plus de tout ça, l'audio guide a été doublé par Jean-Christophe Piot, que vous connaissez peut-être mieux si vous êtes sur Twitter sous son pseudonyme de Padre Pio, qui a fait des petites capsules audio, il en a fait une quinzaine je crois de mémoire, qui sont aussi instructives qu'elles sont rigolotes. Donc c'est une autre façon encore de profiter de l'exposition. Est-ce que tu veux présenter l'exposition, Excavator, dire ce que tu en as pensé, ce que tu en attendais, comment tu en as entendu parler, et quel a été ton ressenti dans cet auguste musée? Ouais, ok, très bien. Du coup, l'expo, moi j'en ai entendu parler, je crois que c'était directement par le musée sur son compte Twitter un bon moment à l'avance. On en avait discuté un petit peu et on s'était dit que ça serait plutôt chouette que je vienne y faire un tour. Et c'était l'occasion de faire une vidéo du coup au moment. Du coup, j'y suis allé en juillet. Alors moi, qu'est-ce que j'attendais? De base, faut savoir que je connaissais pas grand-chose sur le sujet. J'avais eu quelques cours dessus. Alors c'était à la fac de Toulouse justement, c'était des cours de Laurent Bricot, hein. Je ne sais pas si certains le connaissent, donc qui est un peu spécialiste de la question des cultes à mystère notamment. Et du coup, ça m'avait titillé, je m'étais dit: «Tiens, Mitra, ça peut vraiment être chouette». Du coup, l'expo, franchement, je l'ai trouvé super. Vraiment, c'est très, très bien mis en scène. L'ambiance est vraiment, vraiment sympa, avec cette idée on en reparlera peut-être, avec cette idée de mettre en scène justement un Mitréum et mettre en scène les rites et la progression, d'un adepte et le cheminement, c'était vraiment chouette. Tout bête aussi, rien que les codes couleurs, je trouve que c'était très, très sympa, ça mettait de suite dans l'ambiance. Il y a vraiment un très beau travail qui a été fait dessus, c'était très, très agréable, ouais. Et voilà, comme le disait, Guillaume tout à l'heure, vous avez jusqu'au 30 octobre, hein, c'est pas foutu, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette magnifique expo? Moi cette exposition, je me rappelle que je l'ai vue passer donc, sur Twitter aussi, parce que je suis le musée Saint-Raymond, j'avais été dégoûté en fait de ne pas pouvoir aller à leur expo sur les Visigoths. Ah oui, Donc qui du était coup je très m'étais chouette dit, aussi ils font d'ailleurs. des... Ouais, qui avait l'air super, 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 du coup j'ai pris... de la même façon que j'ai investi dans le petit guide, hop, le guide du musée Saint-Raymond. Donc j'ai pris celui sur le mystère Mitra, j'en ai profité pour embarquer celui sur l'expo Visigoth, donc à rebours, pouvoir profiter de l'expo un petit peu.
Sachant qu'ils ont toujours, je crois, la visite virtuelle qui est disponible, il me semble, sur Internet. Tout à fait, ouais. Il y avait un parcours virtuel, il me semble qu'il est encore en place. J'ai pas vérifié avant le live, mais il me semble que oui. Je crois que oui. Pardon. Et donc du coup, j'ai continué à suivre le musée parce que je me suis dit, ça a l'air d'être un musée qui fait des expos cool. Et puis il y a 2-3 visuels qui sont passés, etc. Donc je me suis dit, le jour où je passe par Toulouse, je vais en profiter, je vais faire un arrêt. Et je n'ai pas été déçu. Et l'exposition, effectivement, était très très bien faite. Comme tu disais, ils ont recréé un peu le sentiment d'un Mitréum, c'est-à-dire d'un temple de Mitra au milieu d'une salle d'exposition dans laquelle il y a quand même du monde qui circule, donc c'est quand même réussi. Il n'y a pas le sentiment, il n'y a pas de sentiment d'étouffer, il n'y a pas de sentiment de trop plein, etc. C'est très bien dosé, c'est très bien éclairé, très bien mis en place. Les cartouches sont très précis, mais sont ni envahissants ni planqués, parce que dans certains musées, parfois c'est l'un ou l'autre. T'as des tout petits cartouches qui te laissent sur ta faim et qui sont un peu planqués dans certains coins à côté des œuvres, ou à l'inverse, t'as des cartouches qui sont absolument gigantesques et qui sont presque aussi gros que l'œuvre elle-même. Ici, tout était très bien dosé, donc c'était une expo très très agréable. C'était un effet grotte. Ouais, on en parlera tout à l'heure du Mitréum reconstitué au sein du musée, parce qu'on a des photos. Mais ouais, on vous montrera un peu à quoi ça ressemble, quand on abordera justement la façon dont les Mitréums étaient construits et organisés. On a des images, donc on vous montrera. Ouais, dingue. Ouais, c'est bien foutu. Alors après, ils n'ont pas reconstruit un Mitréum en briques, en chaux et en gadou. Hein. Enfin, ils ont pas fait un trou dans le mur du musée pour construire un Mitréum à côté. Mais ils ont reconstitué l'impression d'être dans un Mitréum, et ça rend vraiment très très sympa, je trouve. T'allais dire quelque chose, Excavator? Tout à fait, je disais des trous, il y en a déjà sous le musée, hein, puisque c'est un musée-site, le musée Raymond, avec la partie nécropole en dessous, si je dis pas de bêtises. Donc c'était rigolo, quoi. Et non, c'était très, très sympa. Évidemment, ils n'ont pas refait une grotte, mais l'idée était vraiment là. Et d'ailleurs, il y avait de quoi faire de très, très belles photos, hein. Et vraiment, c'est vraiment super chouette, avec justement le ciel étoilé aussi, avec les constellations, l'idée des constellations qui était là. Ouais, tout à fait. Si je dis pas de bêtises, hein, si je me rappelle bien. Non, il y avait un éclairage effectivement au plafond qui, comme dans un vrai Mitréum où ils essayaient de représenter la voûte céleste, puisque Mitra est aussi un dieu céleste, eh bien il y avait des petites LED qui étaient installées au plafond et qui donnaient l'impression d'un ciel étoilé. C'était bien fait. Et bien du coup, il y a une exposition sur Mitra. Mitra, c'est un dieu un peu compliqué dans les mesures. Excavator, tu me corrigeras si je dis des âneries. C'est un dieu sur lequel on fait beaucoup de suppositions, mais sur lequel il est difficile d'avoir des certitudes. Tout à fait, puisqu'on n'a pas beaucoup d'infos en fait, directement. Au niveau historique, hein, c'est plutôt très compliqué. La plupart tous les bouquins, hein, qui parlent du sujet vous le diront, sachant qu'on en parlera peut-être plus en détail plus tard, mais ça a été un sujet qui a nourri beaucoup de fantasmes, bon, comme beaucoup de sujets concernant l'Antiquité, hein, mais là, étant donné le caractère mystérieux propre à cette divinité, là, c'est vraiment particulier. C'est compliqué parce qu'en fait, on n'a aucun témoignage direct. Que ce soit les officiants, c'est-à-dire les membres du clergé de Mitra, ou même les croyants de façon générale, n'ont rien écrit pour expliquer leurs dogmes, expliquer leurs croyances, expliquer comment c'était organisé et comment ça marchait. Donc on n'a pas de source de première main. On n'a que des sources de deuxième main, mais qui sont souvent des sources très orientées. On a notamment des témoins chrétiens, je pense par exemple à Tertullien, qui était un théologien de la fin de l'Empire romain, qui lui a forcément un regard très, très critique et très hostile envers les croyants de Mitra et envers la religion mitriaque de façon générale. Donc forcément, la vision qu'on en a est tordue dans les textes, et en plus au niveau archéologique, comme tu disais, c'est compliqué, parce qu'en plus il reste pas grand-chose forcément, on ne sait pas forcément où étaient les Mitréums, donc ça rend effectivement le débroussaillage très compliqué. Tout à fait. Et sachant, on en parlera peut-être un peu plus quand on abordera plus précisément la question des Mitréums, il y a quand même un avantage au niveau archéologique, c'est qu'ils sont faciles à identifier une fois qu'on les trouve. Il faut les trouver, quoi. Il faut les trouver, c'est ça le problème. C'est la localisation, c'est pas l'identification. Mais voilà, l'identification, tout à fait, elle est assez simple, puisque ça correspond souvent au même type de plan
un peu stéréotypés qui changent rarement. Mais voilà, faut les trouver, quoi. Alors aujourd'hui, je crois que grâce à l'archéologie, on en connaît à peu près 130 sur l'ensemble de ce qui était le territoire de l'Empire romain. Ce qui peut paraître beaucoup, mais au final, bon voilà, il faut se poser la question des proportions, du nombre d'adeptes. Avant donc de revenir sur la question donc, du temple et du lieu de culte, on peut peut-être recommencer tout simplement par rappeler qui c'est Mithra et d'où il vient. Commençons peut-être par le commencement. Alors, sur cette illustration, sublime, vous avez deux des divinités majeures de la religion zoroastrienne, qui a un autre nom que toi tu avais utilisé dans ta vidéo. Ce sont les religions masdéennes, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc ce sont les religions, pour simplifier, de la Perse antique et d'une partie de l'Asie centrale antique. Et au cœur, c'est une religion dualiste, dans laquelle le bien s'oppose au mal, et vous avez des yeux, et vous avez un cerveau fonctionnel, donc je pense que vous avez deviné que le bien était sur cette image plutôt à gauche, et le mal plutôt à droite. Donc, à gauche, nous avons la divinité principale donc, du zoroastrisme. À droite, voilà, tout à fait d'Arcadonis. Il y en a un qui suit. Qui est donc Ahura Mazda, qui a donné donc son nom par extension aux régions mazdéennes. Et à droite, on a Ahriman, qui est donc l'esprit du mal, de la destruction, etc. Et dans cette religion, qui est une religion polythéiste, il y a d'autres divinités, parmi lesquelles un certain Mithra. Mais ce Mithra-là, c'est pas forcément celui dont on va parler beaucoup ce soir. Est-ce que tu veux essayer de compléter un petit peu, Excavator? Oui, alors justement, hein, c'est ce qui fait la particularité de Mithra et de son étude, c'est des origines très anciennes, hein, puisque globalement en Perse, si je vous dis pas de bêtises, les premières manifestations de Mithra, c'est 14e siècle avant Jésus-Christ. Et on remarque qu'il y a quand même une pérennité, au moins une petite pérennité de culte entre cette époque-là, quand même qui est très ancienne, et l'époque romaine. Mais justement, ça fait toute la particularité du culte, que ça change aussi énormément. Et pendant longtemps, on a cru que c'était vraiment presque une filiation de culte qui était très poussée. Et en fait, bon, peut-être pas. Et c'est justement ce qui fait les grosses problématiques de l'étude de ce culte. Effectivement, comme tu disais, au XIVe siècle, on a une première trace de Mithra. Il me semble que c'est dans un document diplomatique entre deux petits États d'Asie centrale et du Moyen-Orient qui étaient en guerre, et qui, pour signer leur traité de paix, eh bien, placent ce traité de paix sous la protection, sous les auspices de leurs divinités respectives, et un de ces deux petits royaumes eh bien, vénère Mithra, et donc on a Mithra qui est listé dans la liste des dieux qui sont censés garantir la paix signée. Donc on est 14e siècle avant Jésus-Christ, donc on est face à une divinité, Mithra, qui s'inscrit dans une religion qui est elle-même très ancienne, et qui n'est pas du tout une divinité récente. Donc on a une divinité qui est très ancienne, mais, comme Excavator le mentionnait aussi, une divinité dont on sait qu'elle a beaucoup voyagé, qu'elle a donc été appropriée et qu'elle a donc beaucoup bougé. Le culte de Mithra au XIVe siècle avant Jésus-Christ n'a probablement pas grand-chose à voir avec le culte de Mithra tel que l'archéologie nous laisse deviner qu'il se pratiquait dans certains coins de l'Empire romain au IIe, IIIe et IVe siècle de notre ère. Il y a des gaps, il y a des fossés qui sont très importants, probablement dans les croyances et dans la pratique. Mais c'est un dieu qui a eu une longévité quand même assez exceptionnelle. La grande question, c'est justement cette expansion de Mithra. Comment elle s'est passée? Bon, jusqu'où elle est allée, ça on le sait à peu près. Et comment elle s'est passée, quelle voie elle a emprunté, ça c'est un gros souci aussi. Puisque on a différentes hypothèses. Donc c'est problématique aussi de ce côté-là. Tout ce qu'on sait, c'est que le culte de Mithra, il s'est bien
c'est bien perpétué jusqu'à l'autre bout du bassin méditerranéen, ça c'est certain. Même jusqu'en Grande-Bretagne, enfin jusqu'en Bretagne, voilà, Bretagne antique, à l'époque romaine. Ça on en est sûr. C'était une carte Ouais. je crois des occurrences textuelles hein, qui évoquent justement la présence d'adeptes ou de mitréum. Alors, est-ce que l'expansion et la longévité donnent lieu à un syncrétisme avec d'autres divinités locales? C'est assez compliqué pour ce qu'en expliquait donc le musée Saint-Rémy et même les textes que tu as l'air d'avoir utilisés pour ta vidéo, Excavator. Ce qu'on sait, c'est que le culte a beaucoup bougé. Par exemple, Mitra en perse, ça veut dire contrat. Donc au début, c'était plutôt une divinité qui était dans la justice, dans l'intercession auprès des autres grandes divinités, qui était une espèce de passeur. Or, dans l'Empire romain des 1er au 4e siècle, cette nature-là, Mitra ne l'a plus du tout. On expliquera tout à l'heure l'évolution de son mythe et les légendes qui s'y rattachent, mais il a gagné une stature qui n'a plus rien à voir, qui le rapproche plus d'un dieu céleste, d'un dieu quasi omnipotent, mais pas forcément unique, et aussi d'un dieu un peu guerrier, et d'un dieu régénérateur de la Terre. Donc on est passé d'un juge à une espèce de gardien de l'ordre établi et de régénération du monde, donc qui n'est pas du tout la même chose. Et ce qui était précisé donc, au sein du musée Saint-Rémy de Toulouse, et c'était intéressant, je ne sais pas si on peut parler de syncrétisme, mais en tout cas il y a de la réutilisation et des rapprochements entre divinités. Puisque Mitra a ce passé de dieu intercesseur, il n'est pas rare de trouver des statues de Mercure dans les temples de Mitra. Il n'est pas rare non plus de trouver des statues d'Apollon, qui est lui aussi un dieu solaire. Donc il y a des rapprochements qui se font. Donc les divinités sont toujours distinctes, pour ce que j'ai pu en comprendre, mais on n'hésite pas à les rapprocher en disant que bon, ils partagent des attributs communs, et que donc ils doivent bien s'entendre, bien s'acoquiner, etc. Et il y a des réutilisations assez rigolotes qui sont faites. On va reparler plein de fois des mitréums, mais par exemple dans un mitréum, je sais plus si j'ai... Voilà. Vous aviez cette image-ci, voilà, qui est donc une dame qui est allongée, hein, qui se repose tranquillement, avec un vase qui est troué, et qui derrière permettait d'être relié à une canalisation pour laisser s'écouler de l'eau. C'est une nymphe, c'est une nymphe des rivières, donc c'est une petite divinité locale, etc., qui était dans un petit temple, et le temple en question a été réapproprié par des croyants mithriaques. Et donc, on peut se dire, bah, ils arrivent, ils vénèrent un autre dieu, donc ils déblayent, et puis ils installent leur truc à eux, et ils dégagent tout ce qui n'a rien à voir avec leur culte. Sauf que non. Pour des raisons peut-être financières, ou peut-être parce qu'ils ont trouvé que c'était joli, ou parce que idéologiquement ils se sont dit ça fonctionne quand même, ils ont gardé la statue, mais ils lui ont vraisemblablement fait changer de signification. C'est-à-dire que cette statue est devenue le symbole de Mitra, qui, je vous disais que c'était un dieu régénérateur, qui redistribue de l'eau sur les terres pour les régénérer. Donc, est-ce qu'on peut parler de syncrétisme à proprement parler? Moi j'aurais tendance à dire pas directement, mais de la réappropriation et des rapprochements, ça manifestement par contre effectivement c'est avéré. Je ne sais pas si Excavator a compris autre chose à travers ses lectures, mais moi c'est plutôt ce qui m'a semblé comprendre. Écoute, j'ai compris la même chose que toi, c'est plus des rapprochements. Alors, est-ce que c'est pas aussi, est-ce qu'on peut pas imaginer pour que le message, enfin, entre guillemets, un nouveau message s'adapte mieux à la société romaine avec quelque chose de déjà connu, comme tu disais, voilà, on peut retrouver Apollon, on peut retrouver Mercure avec des dieux soit voyageurs, soit solaires. Voilà, c'est une grande question du culte de Mitra, hein, le soleil, le cosmos et comme tu disais, la régénération du monde et de l'univers. Donc moi aussi, je le vois plutôt comme ça, comme des rapprochements plutôt que vraiment un syncrétisme. Ouais. Sachant que on peut aussi rapprocher ça de la question, voilà, contrairement à ce qu'on en pensait pendant longtemps, le culte de Mitra n'est pas un monothéisme, donc il n'y a pas non plus vraiment de raison de tout mettre en l'air. Voilà, de la récup, oui, tout à Ouais, fait. c'est la récup, Il n'y a pas de raison de tout mettre en l'air. D'ailleurs, niveau récup, ils sont même plutôt assez forts, les adeptes de Mitra.
on en reparlera encore. Vous avez compris, on est un peu obsédé avec la question des Mitréums, mais on a beaucoup de récupération pour les sanctuaires, pour les temples de Mitra. Notamment, on vous en montrera peut-être un tout à l'heure. Donc le Mitréum d'Ostie a été aménagé dans des termes abandonnés. Et voilà, c'est de la récup, ouais, c'est une façon de résumer les choses. En Après, tout cas, je pour... pense qu'il y a aussi voilà, l'idée de s'adapter à un contexte déjà su et connu pour pas trop dépayser les gens. C'est sûrement l'idée, c'était ou même tout de simplement pas trop se faire mettre à la porte non plus, quoi, oui, et puis de les l'Empire. croyants qui sont familiers du polythéisme gréco-romain, encore qu'il y a des différences entre le polythéisme grec et le polythéisme romain, hein, mais on va simplifier. On est déjà sur Mitra qui est compliqué, on va simplifier le polythéisme gréco-romain. Simplement, eux, pour faire la passerelle vers un culte de Mitra, c'est peut-être aussi intellectuellement et spirituellement plus simple de garder des références à ce qu'ils connaissaient déjà avant de se convertir. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça facilite aussi le processus intellectuel. Et on avait un autre exemple, du coup on parlait de Mercure, il y avait au musée Saint-Raymond cette très jolie statue de Mercure. Très belle statue de Mercure. Hein. Voilà, mais donc il y a ces rapprochements avec des cultes préexistants. Il ne me semble pas, donc pour résumer, et visiblement à Excavator non plus, qu'on puisse parler de syncrétisme à proprement parler. On va pas voir comme par exemple Zeus Ammon, qui est un syncrétisme qui a été opéré entre Zeus, la divinité grecque, et Ammon, la divinité égyptienne, sous l'Égypte des Ptolémées après la conquête d'Alexandre le Grand. On n'a pas ce genre de choses, mais on a des rapprochements qui sont faits, et encore une fois, un culte qui évolue énormément. Originaire donc plutôt de l'Asie centrale et de la Perse, le culte voyage vers le Moyen-Orient. On sait qu'au 1er siècle, le culte commence à apparaître dans le Latium et dans l'Italie centrale. Et ensuite, il va se propager progressivement jusqu'à Périclité à la fin du IVe siècle et à s'effacer, j'allais dire définitivement, au cours du 5e siècle, je crois. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'au 6e siècle, on n'en a plus trop de traces. Et que c'est au cours du 5e qu'il s'efface. Là, Excavator, si je dis une bêtise, corrige-moi. Mais la chronologie que j'ai en tête, c'est plutôt celle-ci. Après, si je dis pas de bêtises, en plus de la région donc de Rome, il se développe aussi assez rapidement en Europe centrale, en Pannonie, donc c'est une région d'Europe centrale. On a un hôtel du coup, alors je sais plus de quand il date, c'est l'hôtel de Carnuntum, et je crois que c'est une des plus, enfin des preuves archéologiques les plus précoces du culte de Mitra. Tout à fait. Donc la Pannonie, c'est à cheval entre Vienne et Budapest aujourd'hui, ça longe le Danube. C'était une province frontalière romaine sur le Danube, dans ce qui est aujourd'hui en partie les plaines hongroises. Voilà, le sud des plaines hongroises, entre la Croatie et la Hongrie. La Pannonie, c'était donc dans ce coin-là. Hop. Voilà. Donc Carnuntum, dont tu parles, doit être à peu près dans le cercle que je dessine avec le curseur. C'est ça, ouais, c'est par là, tout à fait. Dans cette zone-là. On a aussi donc la zone de Germanie, donc par ici. Un peu de Limès breton, hein, le mur d'Adrien. On pense bien fort à Adrien. Et un petit peu aussi sur le Danube du Sud, le long du côté de la Bulgarie et de la Roumanie actuelle. Mais on en a aussi encore un petit peu au Moyen-Orient, ça SM. Hein. Doura Europos, je crois que c'est dans ce coin-là, si je dis pas de bêtises. Qui est aussi un grand sanctuaire de Mitra. Comme culte, oui. Aux quatre coins de l'Empire, comme finalement comme les dieux, la plupart des dieux. C'est quand même la particularité du panthéon romain. Du moment que le culte respecte l'ordre de la société romaine, il n'y a pas de raison qu'il ne se développe pas de toute façon, du moment qu'il trouve des adeptes. Donc effectivement, comme tu disais, la religion romaine n'a pas de difficulté à intégrer des dieux étrangers à partir du moment où ce dieu n'est pas disruptif, à partir du moment où il ne remet pas en cause les traditions romaines et l'organisation de la société romaine. On est sur une religion qui est plus une religion de la pratique, de la tradition et de la conservation des normes sociales, qu'une religion qui demande une foi sincère et une dévotion sincère, comme peuvent l'être par comparaison, et je forcis le trait, je grossis le trait volontairement, les trois monothéismes aujourd'hui, qui sont donc les religions les plus propagées du monde aujourd'hui. On est vraiment dans une religion du rite, et pas dans une religion de la foi à proprement parler. Ce qui explique que du coup les Romains, dans certaines situations,
aient pu adopter des divinités qui n'avaient à l'origine jamais mis un pied en Italie. Ils ont adopté Cybèle, qui est plutôt une déesse anatolienne, que les Grecs eux-mêmes avaient adopté aussi, qui est une déesse qui est une espèce de mélange entre Gaïa et Déméter, si vous voulez. C'est une espèce de déesse régénératrice, protectrice et qui assure les récoltes, entre autres. À un moment où à Rome, il y avait une grosse famine. Ils ont adopté Isis, ils ont adopté Sérapis, qui sont deux dieux égyptiens. Donc Isis, évidemment, qui est un dieu très très ancien de l'ancienne Égypte, et Sérapis, qui lui était un dieu plutôt jeune, puisque c'est un dieu qui a été, entre guillemets, fabriqué par les Ptolémées pour créer une espèce de dieu fédérateur entre les Grecs et les Égyptiens. Et ils ont adopté comme ça aussi d'autres divinités qui venaient de gauche et de droite, et ils n'ont pas eu de difficulté à les intégrer dans la pratique courante. Alors toutes ces divinités n'ont pas forcément acquis un statut, j'allais dire, très officiel, avec des très grands temples, etc. Et Mitra, par exemple, lui-même, n'avait pas de culte officiel qui lui était rendu. C'était un culte légal qui était encadré par la loi, mais il n'y avait pas de grande cérémonie à l'échelle de l'Empire en l'honneur de Mitra, par exemple. Ça n'a pas existé. C'était un dieu licite, c'était un dieu légal. On pouvait le vénérer si on voulait, à l'échelle privée ou à l'échelle d'un groupe, mais les institutions publiques n'organisaient pas d'événements particuliers au sein de l'Empire au nom de Mitra. Sauf erreur de ma part, tu me corrigeras, Excavator, encore une fois, si je dis des âneries. C'est tout fait ça, ouais, c'est comme tu dis, ouais, c'est un dieu légal, dans le sens où rien n'empêche son culte, mais qui n'est pas vraiment particulièrement mis en avant, en tout cas à ses débuts. Après, ça va peut-être un peu changer. Ça reste quand même compliqué à vraiment comprendre la place du culte de Mitra au sein de l'Empire, hein. Mais globalement, c'est ça. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est ça. Alors, attends, on avait une question. Du coup, des références aux empereurs ou pas, s'il y avait des inscriptions sur les Mitréums. Oui et Alors non. toi, je sais pas. Des inscriptions sur les Mitréums, j'ai pas connaissance. Alors après, on a des références aux empereurs. On sait que certains empereurs étaient adeptes du culte de Mitra. Alors à Certains quel empereurs y ont point été ils en ont fait introduits. de la pub, entre guillemets, hein, si je peux m'exprimer, si c'est compliqué, puisque ça reste un culte privé, si on peut dire ça comme ça. Après, dans les temples, on a souvent des dédicaces, qui peuvent être des dédicaces comme il y en a dans tous les temples antiques, et même encore dans certaines églises aujourd'hui, hein. Quand vous allez dans certaines églises, vous avez souvent des espèces de pavés carrés, avec une date, et marqué merci pour X, ou des choses comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Et ce sont en fait donc des dédicaces pour remercier la divinité. Aujourd'hui, c'est pour remercier Dieu, Jésus et tout ça, mais à l'époque c'était pour remercier la divinité ou pour célébrer un événement important pour la communauté religieuse. Et sur certaines dédicaces dans certains mitréums, les empereurs sont cités soit parce qu'on se réfère à une date de règne, sous le règne de l'empereur Biduchose, voilà, merci pour ce moment, tout à fait. Sous le règne de l'empereur Biduchose, on a fait un super banquet pour Mitra et franchement c'était cool, merci pour ce moment. Et sinon vous en avez d'autres simplement pour honorer l'empereur, c'est-à-dire c'est des formules de politesse en fait. On a certaines dédicaces où on dit voilà, loué soit l'empereur Biduchouette, loué soit le dieu Mitra machin, ainsi que l'empereur Biduchouette, en l'an bidule, je sais pas, 150 de la colonie de Romanum Surepte, et on a célébré Mitra, on a reconstruit le toit du Mitréum et c'était sympa. Voilà, donc c'est plutôt dans ce cadre-là, de ce que j'ai compris, que les empereurs sont cités dans les Mitréums. Il n'y a pas, si c'était ça le sens initial de ta question, et c'est possible, je ne sais pas, il n'y a pas de petit ajout dans la cérémonie qui forcerait un hommage à l'empereur. En tout cas, on n'en a pas de trace. Ça existait peut-être que les gars portaient un toast à l'empereur à chaque fois qu'ils faisaient une cérémonie mitriaque, mais on n'en a aucune trace. Donc on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas l'exclure, mais dans les inscriptions, il n'y a rien qui lui laisse deviner. Sauf si Excavator a des éléments que je n'ai pas ou que j'ai oubliés, ou que je les ai compris comme une patate, ce qui est possible. Non, globalement c'est les mêmes choses que j'ai compris moi, pas vraiment voilà, c'est plus des formules, comme tu disais, plutôt que vraiment des messages dédiés vraiment aux empereurs, ou voilà, c'est vraiment classique, quoi. Alors Mitra, Excavator, quels sont ces signes caractéristiques ?
Alors, déjà, c'est facile. On Déjà, reparlera tout à le l'heure des bonnet Mithraeum. phrygien, hein. Mitra, il l'a Bonnet quasiment phrygien. toujours d'ailleurs. Bonnet Alors, phrygien. voilà. Généralement, le glaive, hein, aussi, avec lequel il met à mort le taureau, hein. Donc, ça, c'est un épisode majeur du mythe de Mitra. Et Ouais. généralement aussi, il peut être représenté avec une torche aussi. Ça peut être possible. Mais globalement, voilà les attributs physiques, vestimentaires de Mitra. Et généralement, la scène qui est représentée, voilà, c'est la mise à mort du taureau, donc qui est l'événement majeur de son mythe romain, en tout cas. Voilà. Il est aussi souvent Voilà. représenté avec les cheveux bouclés. Oui, tout à fait. Dans les explications du musée Saint-Rémy, c'était assez intéressant parce que ça rapprochait les cheveux bouclés dans l'iconographie romaine, ça évoque plutôt l'Orient. Ah oui, tout à fait. C'est Plutôt ça. l'Orient et plutôt note aussi la figure d'Alexandre le Grand. Aussi, dans les sculptures, souvent Alexandre le Grand est représenté avec les cheveux bouclés. Donc c'est assez rigolo. Il y a ce côté, la coiffure rappelle donc à la fois le côté un peu étranger et en même temps c'est associé par extension à une figure de pouvoir qui peut être celle d'Alexandre le Grand. Et ce côté étranger, donc le bonnet phrygien le renforce également. Hein, ça vient littéralement d'Anatolie. Et en plus de ça, il porte aussi souvent des vêtements un peu bouffants et des chaussures. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les dieux gréco-romains, qui généralement sont plutôt en toge, etc. Donc il a Oui, vraiment une tout à fait. dégaine d'oriental. On ne peut pas se tromper quand on voit Mitra, entre le bonnet, le glaive, la tenue et le fait que dès qu'il croise un bœuf, ça se passe mal. On ne peut pas avoir de doute sur le fait, quand on rentre dans des ruines, que ça, manifestement, ça c'est du Mitra, ça. Voilà. Pas grand-chose de romain finalement dans la représentation, hein. Dans la représentation, non, il est resté très très oriental, et ce sont vraiment des représentations qu'on retrouve à l'échelle de tout l'Empire, normalement, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, il bouge pas beaucoup, hein, d'un bout à l'autre. Mais Mitra n'est pas tout seul dans cette formidable religion à mystère dont on ne sait pas grand-chose. Donc on appelle les dadophores les porteurs de torches, hein, les porte-torches. Donc Ah, attends, je attends. sais pas si tu as une J'ai une image ou illustration, je pas. suis en train d'en chercher une qui va faire plaisir à une Ouais, non, certaine t'inquiète, Laura qui t'inquiète. se reconnaîtra, puisque nous allons montrer, je vais essayer de montrer son Cotès. Il faut que je Voilà, remette Cotès. la main dessus. Il est là, il arrive, c'est le Cotès. Voilà. Le Cotès. Aussi appelé The Schtroumpf. Voilà, il est là, il est magnifique. Il va très bien comme surnom, hein. Ouais, ça lui va bien, hein. C'est pas mal. Ouais. Voilà. Donc effectivement, Mitra est systématiquement accompagné par ces deux personnages qui là évidemment sont des sculptures qui ne datent ni du même moment et qui n'ont pas été trouvées au même lieu, donc forcément ils ont des têtes différentes, mais normalement ces deux personnages sont frères, sont même jumeaux, en tout cas ils sont pas distingués autrement que par leur nom et que par la C'est ça. torche qu'ils portent. Donc Cotès et Cotopatès. Voilà. Donc Cotès, lui, il tient sa torche vers, hop là, vers le haut, et Cotopatès, il la tient vers le bas. Et donc c'est rigolo parce que ces deux personnages sont habillés un peu comme Mitra. Ce sont un peu les sidekicks officiels de Mitra, ils le suivent partout. En tout cas, dans les représentations du culte mitriaque qu'on a, ils sont systématiquement présents. Ouais. Ah. Voilà. Et donc ils portent la torche. Est-ce qu'il y a un symbole particulier avec cette torche, cher ami, que tu voudrais Et nous oui, oui, oui. expliquer? Donc à tous les deux, Allons-y. ils représentent le lever et le coucher du soleil. Puisque Mitra, par rapport à son mythe, il est très très lié au soleil. Voilà, au soleil, au cosmos et globalement à l'univers et tout ce qui rentre dedans. Mitra, si on en croit son mythe, du coup, c'est un dieu qui apparaît par hasard, mais disons que il naît de lui-même. Voilà, c'est un dieu qui ne naît pas d'une mère. C'est sa grosse particularité, Mitra. Il n'y a aucune déesse qui l'enfante, qui le met au monde. Mitra, lui, il naît d'une pierre, d'une roche, voilà. C'est ce qu'on appelle la pétrogénèse, donc la naissance de la pierre. Donc voilà, une belle représentation de la pétrogénèse de Mitra. Donc on l'appelle Mitra Petragénétrix, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et Mitra, lui, il vient au monde pour combattre le mal, hein. Donc si vous avez suivi, ça rappelle un petit peu
cette dualité, hein, ce bien contre le mal depuis l'époque, depuis le XIVe siècle, hein, avec la religion masdéenne, donc le bien contre le mal. Et Mitra, lui, il est là pour en gros, on peut le dire, hein, pour tataner une sécheresse. Hein, c'est ça. Hein. Il est là pour ça, qui détruit, qui ravage le monde. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend un arc, une flèche, et il tire dans un rocher. Et de là, il fait jaillir une source. Et c'est là qu'on retrouve Cotès et Cotopathès, hein, deux bergers qui meurent de soif, hein, qui passent par là, et qui boivent à cette eau, et qui décident de suivre Mitra à la trace à partir de ce moment-là. Et sauf que bon, le monde, d'accord, on a de l'eau, mais le monde il est toujours pas sauvé. Et c'est un corbeau envoyé par le dieu Sol, donc le soleil, qui demande à Mitra de trouver un taureau dont le sacrifice permettrait de sauver le monde, en gros, voilà, d'obtenir le salut. Donc c'est la scène, voilà, merci. Le corbeau est Cette ici en haut à scène-là. gauche. Donc ce corbeau, il vient dire à Mitra de sacrifier ce taureau, donc ce qu'il fait. Et par ce sacrifice, Mitra voilà, sauve le monde, permet la régénération de l'univers. Sauf que ça se termine pas là, hein, malheureusement pour Sol, puisque en fait tout ce bazar il a été causé par le fils de Sol, hein, Phaéton, j'ai jamais trop su comment on dit, qui, qui embête un peu son père pour prendre les rênes du char solaire. Voilà, puisque Sol conduit le char solaire, l'astre solaire. Sauf que Phaéton, il se plante, hein, littéralement. Il se plante et à cause de lui, c'est le gros bazar dans l'univers et c'est lui qui cause ce désastre, cette sécheresse. Sauf que Mitra, il considère que c'est Sol hein, qui est à l'origine de ce problème puisqu'il n'avait pas à accorder sa confiance à son fils, en gros. Donc il décide tout simplement de lui casser la gueule. Hein, voilà. En gros. T'es d'accord avec moi? La bagarre. Donc ce qu'il fait, sauf que Mitra, il est beaucoup trop fort pour Sol, qui se rend et qui lui donne sa couronne. Donc sa couronne de soleil incarné. Hein, voilà. Du coup, Maître de Mitra, il accepte la l'univers. couronne, il pique le char solaire et il part dans le cosmos et il devient du coup, on appelle le soleil hyper cosmique. Voilà, il est au-dessus de tout, Mitra, à ce moment-là. Il partage quand même un banquet avec Sol, hein, avant, quand même, il se quitte bon copain, avant de prendre sa nouvelle place et ses nouvelles fonctions. Et la Le scène la fameux plus représentée banquet. du culte de Mitra, qui est au centre hein, du culte généralement et des rites, c'est ce sacrifice et ce banquet voilà, que vous avez représenté là. Vous avez Mitra avec son petit bonnet phrygien hein, accoudé, et à côté de lui, Sol avec cette auréole, cette couronne Le disque solaire solaire, hein, tout autour de sa simplement. tête. Voilà. Voilà. Et on voit qu'ils sont copains parce que Mitra passe la main sur l'épaule de Sol, dans un geste Tout à fait. certes de convivialité fraternelle, mais aussi de dominance plus ou moins explicite. Et de chaque côté, Oui, on tout à a fait. Cotès et Cotopathès qui sont là, et qui, après avoir été observateurs, puis assistants, eh bien, sont désormais serveurs au banquet. Donc effectivement, on a un dieu qui naît de lui-même, alors à partir de la terre-mère, mais qui naît de lui-même, qui vient rétablir, on va dire, la prospérité, qui régénère la terre par des exploits guerriers, par un sacrifice, donc une offrande, qui corrige aussi, au sens propre comme au sens figuré, Sol et les erreurs des dieux passés, mais pourtant il change pas la façon dont l'univers est organisé, il laisse un peu tout tel que c'est, mais il s'impose comme une espèce d'arbitre suprême au-dessus de la mêlée. Et donc il n'est pas un dieu unique du tout, hein. Le polythéisme masdéen avec Sol, etc., qui est en fait une incarnation d'Ahura Mazda, continue d'exister. Chez les Romains, ça reste aussi, donc c'est pas un dieu qui va venir mettre le bazar ni dans le polythéisme perse, ni dans le polythéisme romain, donc ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il a pu être adopté par les Romains. Mais il se présente comme une espèce de super dieu, juste un dieu plus fort que les autres, avec un rôle, en tout cas symbolique, plus important, une espèce de position de dominance par rapport aux autres, mais pas de dominance exclusive. Voilà, on peut continuer à vénérer les autres dieux, il n'y a pas de difficulté particulière du point de vue spirituel à fonctionner comme ça.
toutes les sculptures, de toutes les gravures qu'on vous a montrées depuis le début, hein, et là vous en avez encore une juste là, qui en fait sont autant de scènes qui reviennent tout le temps. C'est-à-dire des scènes du culte de Mithra, il n'y en a pas 150. Il y a la naissance, il y a la rencontre avec Kotès et Kotopatès, il y a le fait de tirer sur un rocher, ça fait couler de l'eau avec son arc, il y a le fils de Sol qui fait n'importe quoi avec son char, il y a Sol qui envoie le corbeau, il y a le taureau qui se réfugie à la base, je crois, dans un temple, du coup, il faut que... je crois que tu l'as pas dit, ça, le coup du taureau dans le temple, tu l'as dit ou pas, je m'en rappelle plus. Je l'ai pas dit, ouais, non, t'as raison. Alors, la spiritualité de l'Antiquité, attention, concept. Un taureau qu'il faut sacrifier pour sauver le monde se réfugie dans un temple. On ne fait pas n'importe quoi dans un temple, Mithra ne peut pas rentrer dans le temple, virer tout le monde et sacrifier le taureau là sur place. Il risque de casser le temple, et puis c'est pas respectueux pour les divinités en général, etc. Donc ça ne fonctionne pas. Du coup, pour faire sortir le taureau, corrige-moi Excavator si je me trompe, mais il me semble qu'il fout le feu au temple pour que le taureau s'enfuit. Il fout le feu au temple pour faire sortir le taureau. Le voilà. gars, parce que il en pas trop. Aller arrêter le taureau dans le temple, c'est manquer de respect aux dieux, mais cramer le temple, ça passe. Voilà. Spiritualité antique. Visiblement, parce qu'il a pas l'air d'avoir eu trop de problèmes. Voilà, il a pas... ouais, non, ça s'est bien passé après, donc ça fonctionne. Donc le taureau se carapate. Ensuite, il y a la scène où il chevauche le taureau pour le fatiguer, pour l'épuiser, parce qu'il peut pas le sacrifier là comme ça au milieu de la pampa. Ensuite, le taureau est épuisé, mais Mithra, lui, va bien parce que c'est Mithra, il est trop fort, donc c'est normal. Il chope le taureau, il le met sur le dos. C'est une autre scène où il emmène le taureau quelque part. Il l'amène donc au lieu de sacrifice, qui n'est pas n'importe quel lieu de sacrifice, qui est une grotte. Et c'est pour ça que la symbolique de la grotte est très forte dans le culte de Mithra, c'est parce que c'est là que le taureau est sacrifié, et où le sang versé du taureau achève, après l'eau de la fontaine, de régénérer la terre, et notamment le monde animal. Puisque, une fois que le taureau est sacrifié, il y a un chien et un serpent qui viennent s'abreuver du sang qui coule. Il y a un scorpion aussi, mais... Et il y a un scorpion, mais le scorpion, lui, s'attaque aux testicules du taureau, et je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi. Je crois que c'est pour la semence, hein, l'idée de régénération, de vitalité, tout ça. Alors attends, je vais vous montrer la représentation que moi je trouve la plus belle. Voilà. Il est beau. Ouais. Cette représentation, il est magnifique. Il est pas beau, il est magnifique, s'il te plaît. Voilà, donc on voit Mithra avec le bonnet phrygien, en plus il est extrêmement bien représenté, avec la tenue à l'orientale, les petites sandales, le glaive, les cheveux bouclés, il est sublime. Voilà, il est immaculé, exactement. Il est immaculé, il est merveilleux. Le taureau, donc, qui se fait... voilà, coup de machin. Il y a effectivement un chien, là on a beaucoup moins de doutes sur la question. Il y a le petit serpent qui est là, et ici on a le petit scorpion qui attaque des choses que d'habitude on n'a pas envie de voir attaquer. Le corbeau, qui est là, qui surveille, le symbole de Sol, et, alors sur cette représentation on a autre chose, alors il me semble qu'on a les saisons, et il me semble que quelque part on a Sol et Luna, donc le soleil et la nuit, hein, la lune, le jour et la nuit, le soleil et la lune, pardon, qui regardent ce qui se passe. Il me semble que c'est les deux qui sont là, mais je ne suis pas sûr. Et on a les signes du zodiaque, puisque Mithra est un dieu céleste, et que donc il est lié à tout ce qui est astronomie, astrologie, et donc ils ont été représentés sur ce support. Voilà. Du coup, Dark Adonis nous demande, mais du coup, comment est-ce qu'on connaît son mythe? Alors, est-ce que ça vient des commentateurs chrétiens? Est-ce que c'est extrapolé? Est-ce que ça vient des fresques? On le connaît donc grâce donc, à toutes ces stèles, toutes ces fresques, tous ces éléments de sculpture, de décoration et de pratiques religieuses qu'on a pu retrouver. On connaît aussi un peu grâce aux vestiges qu'on a trouvés dans les Mitréums, idée fixe de la soirée, le Mitréum. Et on sait aussi effectivement grâce, on l'avait évoqué à demi-mot au début du live, grâce aux textes des chroniqueurs antiques, mais qui ne sont pas eux-mêmes des pratiquants du culte de Mithra, qui sont souvent des chrétiens et qui nous ont donc par contre donné une version très déformée. Ce qui fait que par exemple on a pu penser qu'ils avaient copié, voire perverti certains aspects du culte chrétien.
il me semble, Excavator. Je sais pas si tu as l'élément en tête, mais il me semble que ça existe. Oui, alors on a notamment ça concerne un empereur, hein. Ça concerne Commode. C'est dans l'Histoire Auguste, donc c'est un ouvrage daté de la fin du IVe siècle. Donc un auteur inconnu, hein, l'auteur de l'Histoire Auguste nous est inconnu. Donc on apprend que l'empereur Commode, il aurait fait une petite bêtise. On apprend par la même occasion que le culte de Mithra, dedans on aurait soi-disant un décès fictif, hein, la représentation d'un sacrifice humain, dans l'idée d'obtenir le salut, pour se référer au mythe avec la régénération du monde et tout ça, et du vivant. On nous dit: il pervertit par un homicide véritable le culte perse du dieu Mithra, dans lequel habituellement le sacrifice humain n'était décrit qu'en parole ou simulé afin de susciter le respect. Mais voilà, on a des auteurs qui décrivent absolument tout et n'importe quoi. D'ailleurs, comme à leur habitude avec les rites païens, hein, à cette époque-là, c'est des auteurs chrétiens généralement, dans laquelle voilà, c'est la violence, le sang et tout ce que vous voulez. Ceci dit, donc cet auteur anonyme de l'Histoire Auguste, il nous donne quand même un élément qui est intéressant, puisqu'il nous évoque que dans le culte de Mithra, il y avait, pour marquer un sacrifice qui ensuite permet la régénération, de fausses mises à mort, ou en tout cas une théâtralisation de la mise à mort, et évidemment pendant longtemps on n'a pas pu le prouver, on ne savait pas si c'était vrai ou pas, mais grâce à l'archéologie, eh ben, on a trouvé des choses comme celles que je suis en train de vous projeter, c'est-à-dire dans des mitréums, on a trouvé des épées comme ça, c'est-à-dire des épées qui ont été sciées, sur lesquelles on a ajouté un arc pour séparer les deux bouts, et ça fait une épée de théâtre, c'est-à-dire une épée avec laquelle on peut faire semblant de planter quelqu'un, pour eh bien, mettre en scène justement une cérémonie de sacrifice qui évidemment ne fait absolument pas mal à l'adepte, au croyant qui lui vient faire coucou, et qui n'a pas forcément envie de se faire sacrifier de façon définitive et irrévocable. Hein, voilà. Il est quand même venu pour participer à la principal attrait du culte mitriaque, c'est-à-dire le gueuleton à la fin. Donc se faire trancher la gorge, c'est pas forcément partie du plan. Et donc c'est assez large. Hein. On peut largement le mettre autour d'une gorge, autour d'une tête, autour d'un flanc. Donc c'était vraisemblablement utilisé pour simuler donc le genre de sacrifice dont vous parlez, Excavator. Ce qui est quand même une découverte assez incroyable en soi, quoi, de voir que les types ont quand même poussé l'idée, le culte à ce point-là, c'est quand même assez génial, je trouve. Hein. D'ailleurs, que l'archéologie nous permette de trouver ça, c'est aussi assez dingue. Oui, ça, parce que là on a... tout ce que j'avais à ajouter. Parce que là, effectivement, on a une preuve qui permet quand même de se rendre compte que les auteurs chrétiens, évidemment, ils ont déformé énormément de choses. Ils se sont peut-être imaginés certains rituels détournés du christianisme, là où en fait c'était un rituel qui avait des origines complètement différentes. Notamment un truc bête, hein. C'est que l'eau, évidemment, a une place très particulière dans le culte de Mithra, puisque c'est la première étape dans la régénération de la terre, quand il tire dans la roche et qu'il fait couler la flotte. Donc du coup, forcément, dans le culte de Mithra, ils se lavaient les mains, ils purifiaient des choses, ils allumaient, comme dans tous les cultes de l'Antiquité, de l'encens, etc., pour purifier les lieux, etc., etc. Donc il y avait de l'eau, et il y avait, de toute façon, de la purification à un moment ou à un autre, de l'adepte qui rentre dans le lieu de culte, avant qu'il se mette à pratiquer la religion. Et donc vous avez Porphyre, l'antre des nymphes dans l'Odyssée, voilà, donc c'est le nom du texte, qui explique qu'en fait, à la place de l'eau, au bout d'un moment, il se mettait à verser du miel sur les mains des initiés. Pour qu'ils les lavent, on leur enjoint de garder les mains pures de toute chose pénible, nuisible ou abominable, et comme c'est le feu qui est propre à purifier l'initié, on apporte des liquides lustraux apparentés au feu, en écartant l'eau qui est l'ennemi du feu. Donc, il y a une espèce de mélange gloubi-boulga de miel, d'eau, de feu, etc., on ne sait pas trop. Vraisemblablement, les trois avaient une place dans le culte de Mithra. On n'est pas sûr de savoir exactement à quel niveau. Mais en tout cas, ça permet à demi-mot, de la même façon que l'auteur anonyme nous a permis de savoir qu'il y avait vraisemblablement, à un moment donné, une cérémonie qui parodiait, ou qui en tout cas mettait en scène un sacrifice.
qui permettaient probablement une régénération par la suite, il y avait des pratiques de purification, de nettoyage, probablement des mains, etc. Ce qui est intéressant pour savoir un peu plus comment ça fonctionnait le culte mithriaque, mais qui est en même temps pas surprenant, puisque encore une fois c'est très commun dans la plupart des religions, et y compris dans la religion chrétienne, en théorie, il y a des rituels de purification, etc. On se balade autour de la nef avec de l'encens, etc. Ce sont des choses qui sont encore qui ont survécu au polythéisme. C'est codifié. Voilà, c'est vrai que nous, on a ce sentiment. Là, tu cites Porphyre, mais c'est vrai que beaucoup d'auteurs ont donné ce sentiment de gros bazar, alors que, bon, très probablement pas, avec des choses très codifiées, comme tout autre culte. Il n'y a pas de raison que le culte de Mithra ait été moins codifié que d'autres rituels de dieux plus importants. Et peut-être même plus, puisque le culte de Mithra, c'est ce qu'on appelle un culte à mystère. Donc il y a tout un pan de rituels qui sont pas si communs que ça, puisque finalement les adeptes ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes au niveau du culte, et tout ce qui est lié au culte n'est pas censé transpirer en dehors du temple, au final. Et c'est pour ça que justement on a très peu d'infos, comme on vous le disait tout à l'heure. On a très peu d'infos puisque on n'a aucun texte, aucune mention de rituel ou quoi que ce soit qui a été écrite par un adepte. C'est que des auteurs extérieurs au culte, qu'ils soient chrétiens ou non. Mais voilà, c'est des suppositions, mais pas plus d'infos que ça dans le réel. C'est vraiment des suppositions avec sans doute des bribes d'infos. Hein. C'est-à-dire que le principe d'un culte à mystère, c'est effectivement que le détail de son dogme et de ses pratiques ne soit pas connu du grand public. C'est un culte restreint, c'est pas un culte ouvert. Et surtout, on passe notamment un certain nombre d'étapes d'initiation qui permettent à chaque fois d'en apprendre un peu plus sur la religion qu'on pratique, sur le culte auquel on se voue. Ce qui fait d'ailleurs que dans le culte de Mithra, on a vraisemblablement un certain nombre... Tu m'avais envoyé la photo qui était très très cool d'un Mithraeum ou un Mitréum, j'ai trouvé les deux écritures, voilà, où on voit en fait... Oui, il y en a plusieurs. Voilà, les différents niveaux d'adeptes. Bref, vous en avez plusieurs, grosso modo le corbeau c'est le premier, en attendant de préciser la hiérarchie, et vous avez toute une hiérarchie, et en haut vous avez le père, c'est-à-dire le pater, donc c'est du latin, hein, pater ça veut dire père, littéralement, ça a donné prêtre chez nous, ça a donné patriarche, etc. Et donc le pater, c'est le chef de sa communauté religieuse. Et donc c'est lui qui organise le Mitréum et les pratiques du Mitréum. En revanche, comme on n'a pas de texte qui explique exactement quelles étaient les croyances mitriaques et comment celles-ci étaient pratiquées, on n'est pas sûr que d'un Mitréum à l'autre, ce soit du copier-coller. Il est probable qu'un certain nombre de pratiques, précisément parce qu'il n'y a rien d'écrit et qu'il n'y a pas de texte de référence, évoluent, soit bricolées, soit un peu improvisées, en fonction des moyens du bord, en fonction de la maîtrise que le pater peut avoir du culte et de ses mystères, au sens propre, c'est-à-dire est-ce qu'il a été suffisamment initié, suffisamment longtemps et suffisamment bien pour assurer un peu plus que l'intérim, etc., etc., etc. Et on a parmi ces fonctions une autre fonction sur laquelle on en sait un peu plus que sur les autres. Donc l'adepte de base, on l'a dit, hein, c'est le corbeau. On pense que les personnes qui avaient le statut de lion étaient chargées des brûloirs et des encensoirs au sein de la pratique religieuse, puisqu'on a retrouvé des sculptures, je peux vous en montrer une, j'en ai une sous le coude qui est très jolie en plus, enfin que je trouve personnellement très jolie, d'un adepte qui aurait le grade de lion, qui est donc déguisé en lion, hop, le voilà, il a un masque, et symboliquement il a une pelle à feu, donc c'est un outil quand vous entretenez le feu pour raviver les braises, dégager les braises mortes, etc. Et donc, voilà, un adepte du grade de lion qui aurait eu, donc avec une tenue plus ou moins comme ça, des responsabilités particulières sur certaines étapes du culte. Mais encore une fois, rien n'est écrit, donc ça, on l'a déduit à partir de quelques inscriptions. Et il y a notamment une inscription qui précise que les adeptes du rang du lion auraient été chargés de gérer les encensoirs et tout ce qui se rapportait au feu pendant les cérémonies. Mais
encore une fois, il n'y a rien d'écrit. Donc c'est une déduction par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Certes, si ça se trouve, dans 10 ou 15 ans, on va découvrir un Mitréum dans un état de conservation incroyable, dans lesquels on va se rendre compte que, en fait, non, ça on pensait que c'était là, mais en fait c'était de l'autre côté, ça on pensait que ça servait à ça, mais en fait ça sert à un autre truc, et nos connaissances pourront être chamboulées. Mais en l'état actuel de nos connaissances, eh ben, l'adepte lion, il aurait plutôt eu un rôle de cette nature-là. Le lion, comme tu dis, il y a ces suppositions-là, mais bon, la plupart des autres, il y a quasiment rien. Hein. C'est possible que les deux plus hauts grades, donc le pater, comme tu disais, et celui qui était juste en dessous, donc l'héliodromus, donc l'émissaire du soleil, leur rôle c'était donc bon, le pater, en plus d'orchestrer un peu, de chapeauter un peu tout le culte et ses rituels, aussi de prendre la place de Mitra et de Sol dans la représentation du banquet. Voilà, puisqu'on sait que le banquet était un des moments majeurs de ces rituels, pour rappeler le banquet entre Mitra et Sol. Alors moi j'ai pu lire que la grosse fonction des autres grades, ça aurait été de servir justement le pater et l'héliodromus pendant ce banquet-là. Mais c'est vrai qu'on a vraiment très très peu d'infos. Vraiment pas grand-chose. Alors on sait que, comme tu disais, donc le lion qui est déguisé, hein, qui a un masque, on sait que c'est pareil pour le corbeau. Mais on a un bas-relief qui a été découvert en Bosnie, je crois, qui montre justement ce banquet, la représentation du banquet, avec un homme à tête de lion et un homme à tête de corbeau. Voilà, c'est une des grandes particularités du culte de Mitra. Il semblerait, en tout cas, mais c'est très probable, qu'il n'y ait pas eu de femmes au sein de ce culte. Hein, parce qu'on n'a aucune trace de femmes. On a des listes de noms, d'ailleurs. Hein. On a des plaques, des inscriptions qui nous listent des adeptes avec des fois leur grade, mais aucun de ces noms n'appartient à une femme. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi pas de femmes dans le culte de Mitra? On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Il y a juste Porphyre, donc l'auteur que tu citais tout à l'heure, qui nous dit dans un de ses textes que, d'après lui, c'est possible que les femmes aient eu un grade aussi et participé au culte sous le grade de hyène. Donc la hyène, l'animal. Hein. Sauf que, bon, selon des spécialistes, c'est très probablement faux. Peut-être plutôt on va dire une boutade, hein, une blague, une moquerie, puisque à l'époque gallo-romaine, la hyène, c'est un animal pas fréquentable du tout. Donc, ça aurait été une précision justement de l'exclusion pure et simple des femmes du culte. Alors, la raison de cette exclusion, elle est inconnue, hein, globalement. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé l'info, je sais pas si toi tu l'as. Il y a des auteurs antiques qui ont essayé de trouver pourquoi du comment, soi-disant ça viendrait du culte de Mitra, qu'étant donné qu'il ne serait pas né directement d'une mère, il aurait eu une haine des femmes, Mitra, bon, pourquoi pas, et que du coup, bon, il aurait décidé de ne jamais approcher de femmes. Ce qui était écrit dans l'exposition et qu'on retrouve du coup dans le petit fascicule qui va avec, c'est qu'on n'a effectivement aucune trace de femmes dans l'épigraphie. C'est-à-dire ni même dans les représentations sculptées, gravées, les représentations iconographiques, etc. Les femmes n'apparaissent pas. Alors il y a des personnages féminins qui vont être les saisons, qui vont être certains dieux et déesses autres, Luna par exemple, on parlait tout à l'heure, hein, Sol, il y a un pendant féminin qui est Luna. Mais globalement, il n'y a pas de femmes identifiées. Les deux sidekicks, c'est Cotès et Cotopates. Il affronte Sol, le taureau qui est sacrifié, c'est un mâle, etc. etc. Il n'y a pas de grand symbole de féminité dans la légende de Mitra en tant que telle. En revanche, les équipes du musée Saint-Raymond étaient un peu prudentes en disant qu'effectivement, comme tu le précisais aussi, il y avait peut-être un rôle qui leur était dévolu, mais qui n'était pas reflété dans les textes et dans les sculptures. Donc peut-être un grade différent, mais qui ne rentrait pas dans la hiérarchie classique du culte. Mais c'est compliqué de le savoir, puisqu'encore une fois, on a trouvé, hein, on disait tout à l'heure, on a des inscriptions écrites dans différents mitréums, ou dans les environs de différents mitréums, qui disent « Ah bah voilà, c'est super »,
il s'est passé un truc au Mitreum. Par exemple, on a cette stèle-là, le Mitreum de Virenum, donc on sait pas trop où il était, on n'a pas réussi à remettre la main dessus, on a juste retrouvé des objets qui y étaient. Et le Mitreum de Virenum, il y a marqué, là, voilà, on a quasiment une centaine de noms d'adeptes, de gens qui ont participé aux cérémonies religieuses mitriaques à Virenum, et il n'y a aucun nom féminin. La plaque, là, en l'occurrence, elle a été écrite vers 180-200 par des croyants qui célébraient le fait d'avoir reconstruit leur Mitreum après qu'il y ait eu un incident dedans, donc ils l'ont restauré, ils étaient contents. Il n'y a aucun nom féminin. Donc, est-ce que les femmes avaient un rôle annexe, mais on considérait qu'elles n'étaient pas participantes directes? Est-ce que c'était un culte purement masculin? On ne peut pas en être sûr. Une des théories qui était avancée, c'était que, au-delà effectivement de la nature, on va dire très masculine de Mitra et de ses compagnons et de tout ça, c'était peut-être que les lieux où la religion mitriaque se répandait étaient des lieux dominés numérairement par des hommes. C'est-à-dire ça pouvait être des corporations de métiers, ça pouvait être l'armée, ça pouvait être effectivement des environnements dans lesquels il n'y avait pas beaucoup de femmes, et une chose en entraînant une autre, ça aurait pu conduire à une exclusion des femmes ou à une marginalisation des femmes tellement nette qu'on ne les cite pas sur ce genre de support là. Voire peut-être qu'on les invitait pas aux cérémonies, on peut pas en être sûr. Mais effectivement, les femmes sont globalement invisibilisées dans le culte de Mitra, et en l'état actuel de nos connaissances, il semble pas qu'on puisse avoir de certitude sur le pourquoi du comment. Donc sur les adeptes, éventuellement, on peut peut-être faire un petit point, puisque Mitra est souvent associé à un culte très très militaire, c'est un peu son image, hein. La localisation sur le Limès laisse supposer qu'effectivement l'armée romaine aurait pu être un vecteur de propagation du culte très important, puisque le Limès c'est la frontière fortifiée de l'Empire vis-à-vis du monde barbare, c'est-à-dire le monde qui n'est pas romain. Mais on a des pratiquants qui ne sont pas du tout originaires du monde militaire. On a des déclarations de personnes qui sont des marchands, par exemple. Du côté d'Amiens, il me semble que la déclaration vient d'un marchand et d'un notable local. On en a d'autres qui sont de personnes issues de l'administration romaine, donc qui ne sont pas spécialement des militaires non plus. Et on en a même une qui est rigolote, parce qu'elle est signée par une personne qui est esclave d'un esclave. Cette personne, en fait, est l'esclave d'une personne qui elle-même est esclave de l'administration, en fait. Donc c'est plus une espèce de fonctionnaire obligé qu'un esclave, au sens il va aller gratter dans les mines pour sortir du métal précieux. Et donc cet esclave d'esclave a lui aussi, comme son propriétaire, a une situation plutôt favorable, a lui-même une situation plutôt satisfaisante, et donc du coup il a assez de fonds pour payer une déclaration en l'honneur de Mitra, signée de son nom, de façon tout à fait claire et nette, et même préciser son statut, à savoir qu'il est esclave d'esclave. Donc on a une diversité quand même sociale parmi les adeptes de Mitra qui est beaucoup plus importante que le cliché traditionnel qu'on peut avoir d'un culte purement, ou en tout cas très majoritairement militaire. Je pense que c'était important de le préciser quand même, puisque tout à l'heure on parlera peut-être des représentations contemporaines du culte de Mitra, c'est-à-dire dans la bande dessinée, dans la littérature, au cinéma, tout ça, et ce côté militaro-militaire est quelque chose qui a vraiment imprégné l'imaginaire des gens, alors que la réalité historique et archéologique est beaucoup plus nuancée que ça. Tu fais bien de le préciser, ouais, c'est tout à fait ça. Ça a été pendant très très longtemps, ça fait partie de ces idées reçues, de ces fantasmes concernant Mitra. Comme tu disais, beaucoup de représentations de l'administration impériale, ouais, aussi. Et comme je disais tout à l'heure, on a des empereurs. On sait que plusieurs empereurs ont encouragé, entre guillemets, le culte de Mitra et étaient eux-mêmes initiés. Mais beaucoup de marchands, de corporations de métiers, comme tu disais, ouais. Ouais, tout à fait. Mais encore une fois, ça restait un culte individuel et pas un culte public, au sens où c'était pas un culte rendu officiellement à l'échelle de l'Empire. C'était
l'empereur en tant qu'individu qui était membre d'une communauté mitriaque et qui rendait hommage à Mitra. Il n'imposait pas la dévotion à Mitra à tous les citoyens romains. Ça n'a pas existé. Après, on peut aussi supposer, alors j'ai pas les chiffres en tête, il y a des estimations, je pense qu'elles avaient été faites, du nombre d'adeptes à un moment donné, en tout cas à l'apogée du culte. Bon, on est sûrement sur des proportions assez faibles. Si je dis pas de bêtises, comme je disais au tout début du live, on a aujourd'hui, toute époque confondue, 130 lieux de culte connus pour Mitra. Et je crois qu'on considère généralement que chaque Mitréum, on considère une trentaine, quarantaine max d'adeptes. Si je dis pas de bêtises, là, tu me dis si je me trompe. Donc au final, pour une période donnée, ça fait assez peu. Moi, mon point de référence, c'est la stèle donc, qu'on a là projetée à l'instant, celle-ci là. Ouais. Mais c'est une stèle qui s'étale sur 20 ans. Donc on a une centaine de noms, mais sur 20 ans. Donc en 20 ans, il y a eu un turnover. Il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui sont nés, il y a eu des gens qui sont peut-être restés quelques années puis qui sont repartis. Donc c'est 100 personnes, ça... mais même dans le cas où ce serait 100 personnes, c'est vous pas énorme. prenez, vous mettez 150 temples, vous multipliez par 100 pélos par temple, ça vous fait pas une quantité de croyants phénoménale non plus. Surtout sur l'espace qu'est l'Empire romain, quoi. Surtout à ces époques-là. Voilà. Et un empire qui fait à peu près 60 millions d'habitants. Ça représente une portion qui est très congrue. Bien sûr, il y a énormément de Mitréum qui ont dû exister et dont on n'a aucune trace aujourd'hui. Voire qui ont été reconvertis en autre chose. Reconvertis en demeure, reconvertis en entrepôt, reconvertis peut-être en église, etc., etc. Donc il y a des Mitréum dont on retrouvera probablement jamais la trace. C'est impossible. Le temps a fait son œuvre. Mais la quantité qu'on a retrouvée laisse quand même deviner que proportionnellement à d'autres cultes, c'était un culte assez restreint en effectif. Et allez, c'est le moment, je pense, on va pouvoir montrer des images de Mitréum. Alors, c'est dans le Latium. On disait tout à l'heure, en parlant du musée Saint-Raymond de Toulouse, que c'était un musée intéressant parce que c'était aussi, dans ses sous-sols, un musée qui abritait des ruines antiques de l'époque de Tolosa, c'est-à-dire de la colonie romaine, et des premiers établissements chrétiens. Donc il y a encore un four à chaud, il y a encore ce genre de choses, parce qu'au début, le bâtiment était évidemment pas du tout un musée. Ensuite, il a été recouvert par les bâtiments religieux, et aujourd'hui, c'est un musée. Mais à la base, c'était complètement autre chose. Et bien, sous la basilique San Clemente, à proximité de Rome, et bien, à la base, il y avait un Mitréum. Et donc ça, c'est le sous-sol de la basilique San Clemente. Il y a une vraie basilique au-dessus, hein, avec un culte chrétien, catholique, tout ce qu'il y a de plus validé par le pape à l'étage du dessus. Et en dessous, vous avez les restes d'un Mitréum. Et donc là, on a la construction assez typique d'un temple dédié à Mitra. En tout cas, de la salle où se déroule la réunion des fidèles et la pratique du culte. Parce que le Mitréum est composé de plusieurs pièces. Mais la salle où se pratique le culte, qui est la dernière salle, hein, un Mitréum, c'est un long couloir, et la dernière pièce de ce long couloir, eh bien, elle ressemble plutôt à ça. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment c'est organisé, Excavator ? Ouais, donc le Mitréum, généralement, hein, de ce que nous montre l'archéologie, c'est souvent organisé de la même façon, quasiment généralement. Donc, comme on disait tout à l'heure, ils sont assez faciles à identifier, donc pas à trouver, mais à identifier. Généralement, il y a deux salles, hein. Donc une salle de service, vraiment pour la préparation du culte et tout ça. Et après, on a une salle principale, donc qui sert au rituel, donc que vous pouvez voir là, avec des banquettes de chaque côté, donc qui servaient pour le banquet, hein, comme leur nom l'indique, avec toujours un autel ou une statue, peut-être les deux, mais souvent je crois que c'est l'un ou l'autre, hein. Donc là, on a un autel. Vous pouvez trouver aussi des scènes donc, de Mitra sacrifiant le taureau. Et globalement, c'est toujours pareil. C'est le cas ici. On sait aussi, oui, tout à fait. Ah oui, là, on a la scène sur l'autel. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on vous parlait d'iconographie, de sculpture, de scènes et tout ça. On sait qu'on a aussi des Mitréums qui ont livré des peintures murales. Voilà. Là, c'est pas le cas, ou peut-être on les voit pas, mais on a des peintures, donc des sanctuaires, enfin des temples, pardon, qui sont peints
au moins certains, avec justement toutes les scènes du mythe de Mitra, qui nous ont pas mal aidé pour comprendre justement le culte et le mythe. On évoquait donc le fait que les Mitreum, globalement, ont tous cette structure-là. Vous avez effectivement une entrée, vous avez une pièce de service, qui est à la fois l'endroit où on range tout le matériel du culte, et l'endroit aussi où on prépare la popote, puisqu'il y a un banquet derrière, donc il faut bien préparer la bouffe quelque part. Et vous avez ensuite cette grande salle oblongue, comme sur la photo, où effectivement les gens banquettent et pratiquent le culte par ailleurs. Vous avez parfois une scène un petit peu au fond. Soit vous avez l'autel posé comme ça, soit vous avez une petite scène sur laquelle on suppose du coup qu'il y avait un certain nombre de cérémonies qui pouvaient être pratiquées. D'ailleurs, au fond, sur la photo là, on voit des petites marches. Hein. Là, il y a une espèce de renfoncement au fond. Donc ça, c'est un Mitreum qui a visiblement été peut-être construit pour. On retrouve bien l'idée de caverne, hein, avec le côté très enfermé. Donc là, il y a une ouverture, mais peut-être qu'elle n'est pas d'origine, je ne sais pas. Mais vous avez, on l'avait évoqué, d'autres Mitreum qui, eux, ont été bricolés à partir de l'existant. Vous avez notamment celui-là, qui est assez célèbre, qui est donc le fameux Mitreum d'Ostie, dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, le Mitreum d'Ostie, lui, il a été réaménagé donc dans les caves. Il me semble que c'est les caves d'un ancien terme, c'est ça? Ouais, c'est dans des termes. Ouais, des termes qui étaient accolés à une villae, il me semble, de notable. Tout à fait. Et donc au fond, pareil, hein, on voit bien, il y a les bancs. Et là, on n'a pas un hôtel, on a une grande statue de Mitra en train de tuer joyeusement son bovin. Je ne pense pas que la sculpture soit d'époque. Je pense qu'elle a été reconstituée pour qu'on puisse se représenter le truc. Ouais, c'est ça, c'est pas voilà. l'original. C'est pas l'original. Voilà. Mais du coup, voilà, on a toujours cette grande pièce, tout en profondeur, avec des bancs, des banquettes, des endroits où on peut manger, et la zone de sacrifice, et cette espèce d'idée de reproduire quand même, dans la mesure du possible, une caverne, ou en tout cas quelque chose qui abrite. Il n'y a pas de fenêtre dans les Mitreum. En tout cas, pas dans la pièce de culte. J'imagine, j'espère pour eux, qu'ils en mettaient dans la pièce de service pour pouvoir identifier un petit peu où y ranger le matériel et ne pas mourir dans le cas où la préparation du banquet se passerait pas très bien, parce qu'on manipule du feu quand même, voilà, ce serait dommage de tous mourir. Mais en tout cas, dans la pièce où avaient lieu les pratiques religieuses proprement dites, il y avait généralement pas d'ouverture. Et au musée Saint-Raymond, au centre littéralement de l'exposition se situe dans une grande pièce rectangulaire, et au centre, vous avez reconstitué un Mitreum, avec Kotès et Kotopatès qui vous accueillent, parce qu'ils sont quand même bien sympathiques, c'est sidekick rigolo. Vous avez au fond Sol, qui est là, et Luna, qui est en face. Le sacrifice du taureau, comme de bien entendu. Quelques petits éclairages, puisque comme la pièce est complètement fermée, eh bien on s'éclairait à la bougie ou avec des bougeoirs ou des objets appropriés pour pas se cramer la main quand même. Et là, ils ont mis un support au milieu avec des objets de pratique du culte. Donc vous avez des boucles, vous avez justement des bougeoirs, des choses comme ça. Et vous avez, comme c'était le cas dans certains Mitreum qu'on a retrouvés, on a la voûte céleste peinte au plafond. Donc on a évidemment rarement retrouvé de Mitreum impeccablement peint avec une voûte céleste impeccable en hauteur. Hein. Généralement, on retrouvait des traces de peinture quand on faisait des fouilles, ce qui permettait de définir que effectivement c'était peint. Voilà. Mais du coup, vous avez cette petite reconstitution au musée Saint-Raymond. Et c'est quand même vachement bien. Ouais, franchement, l'effet est vraiment chouette. Hein. Ça vaut vraiment le coup de le voir. On est vraiment dans l'ambiance, ça c'est sûr. Le petit présentoir là au milieu qui fait office d'hôtel, il y a des choses, on peut toucher les bougeoirs pour voir comment étaient foutus les cordages auxquels on mettait le feu pour éclairer. Et il y a effectivement un petit pot d'encens, il me semble, qu'on peut sentir pour essayer de vraiment se mettre dans l'ambiance de ce que pouvait être un Mitreum fonctionnel. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai, j'avais oublié, mais t'as raison. Ouais. Et à plusieurs reprises, il y a des trucs qu'on peut toucher, etc. Ils ont reproduit, ils ont fait des petites maquettes aussi pour qu'on puisse se représenter. Derrière le mur qui est là, par exemple, vous arrivez de par là en fait, vous arrivez au fond, vous faites un U, hop, pour arriver là. Et derrière le mur qui est là, vous avez des petites maquettes qui vous remontrent comment un Mitreum était construit, etc. Et donc vous voyez d'abord le truc de l'extérieur, donc on dirait une grosse maison,
parce que c'est pas forcément enterré un Mitréum, ça peut être juste une maison, ça n'a pas forcément des grandes colonnades, etc. C'est un temple assez discret finalement, et ensuite vous voyez l'intérieur, donc c'est quand même très bien fait. Exactement comme si vous arriviez à proximité, vous voyez d'abord l'extérieur du lieu de culte, et ensuite vous faites le petit chemin et vous arrivez à l'intérieur. Et c'est globalement très bien fait. Il y a un autre musée par contre qui a poussé l'expérience un peu plus loin. Je ne sais pas si c'est une image que tu as déjà vue, Excavator, je suis tombé dessus cet après-midi. Donc là on est donc dans un Mitréum qui a été reconstitué au Museum Orientalis à Groesbeek. Je prononce sûrement très mal. C'est aux Pays-Bas. Et la photo date de 2009. Et donc là, pareil, l'expérience a été repoussée encore plus loin qu'au musée Saint-Raymond, avec des moyens qui, j'imagine, ne sont pas les mêmes. Et surtout avec de la full reconstitution. Là, rien de ce que vous avez sur l'image n'est, n'est un objet historique qui a traversé les âges. C'est que des choses qui ont été refabriquées. Et donc vous avez à nouveau la petite travée. Ils ont repris les petits symboles de la hiérarchie mitriaque, comme on avait tout à l'heure sur la photo des ruines qu'on vous a montré. Vous avez les petites banquettes, vous avez le petit endroit où poser la nourriture. Alors eux, ils ont mis des petites lumières partout, donc on peut imaginer que c'était des renfoncements où, historiquement, les gens auraient plutôt mis des bougeoirs ou des luminaires quelconques. Vous avez la voûte peinte pour simuler le ciel. Et vous avez au fond, évidemment, le sacrifice du taureau, comme de bien entendu. Bah écoute, non, je l'avais jamais vu. Et pour le coup, on est vraiment dans un environnement antique, donc romain tardif, mais antique quand même, crédible. C'est-à-dire on n'est pas sur des trucs tout blancs. Il y avait de la couleur dans l'Antiquité, ils ont refoutu de la couleur. Ils ont reconstitué les choses de façon, je trouve, assez intéressante. Alors, il y a peut-être un peu de licence artistique dans ce qu'on a sous les yeux, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir essayé de refaire l'exercice à fond, ce que le MSR a peut-être, donc le musée Saint-Raymond, a peut-être pas pu se permettre, ou a peut-être pas voulu, tout simplement, parce que ça aurait fait bizarre d'avoir un truc ultra coloré au milieu d'une exposition qui est quand même un peu plus intimiste. Mais du coup, voilà, ça donne ça, et je trouvais que c'était intéressant comme reconstitution. Est-ce qu'on peut rapidement évoquer les conditions dans lesquelles le culte mitriaque s'est finalement éteint? Ouais, écoute, moi j'avais pas énormément d'infos, d'ailleurs j'avais pas trop évoqué le sujet dans ma vidéo. C'était prévu, mais c'était un peu trop long à mon goût, donc finalement je l'ai pas fait. Je m'étais plutôt intéressé, moi, sur la question, est-ce que le culte aurait pu survivre, comme l'ont dit certains auteurs du 19e? Donc déjà, ce que rappelle l'exposition et le petit fascicule que voici, c'est que de toute façon, des Mitréums, il y en a qui ont ouvert et qui ont fermé en continu du 1er au 5e siècle. Rares sont les Mitréums qui ont duré vraiment pendant 400 ans avec une communauté fixe, etc. Donc ça arrive, soit parce que les adeptes se dispersent, soit parce qu'il y a des conversions à autre chose, soit parce que d'une génération à une autre, les enfants ne reprennent pas la croyance des parents, etc. Donc la communauté vit, et la communauté peut péricliter. Et à l'inverse, il y a des coins où il n'y avait pas une Mitréum du 1er au 3e siècle, et puis au 4e siècle, pouf, il y a un Mitréum qui émerge, parce qu'il y a un pater qui se manifeste, et qui convertit des gens dans le coin, et que ça prend. Ce qui apparaît, par contre, c'est que, effectivement, au 4e siècle, comme pour tous les paganismes, en fait, au début du 4e siècle, le christianisme, on en avait parlé avec Marc Multo dans le dernier live de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un œil, puisqu'on avait abordé, justement, l'affirmation du christianisme au cours du 4e siècle dans l'Empire romain. Et bien finalement, cette vidéo est une suite fortuite à ce dernier épisode, puisque au 4e siècle, le christianisme, du coup, s'impose. Au début du 4e siècle, il se prend encore des grandes persécutions, et à la fin du 4e siècle, c'est l'inverse. Il s'est affirmé, il est non seulement devenu la religion des empereurs, mais la religion officielle de l'Empire, et donc il y a de premiers textes qui progressivement vont être pris pour rendre difficile la vie au culte païen. Et donc le culte de Mitra, on l'a dit, c'est un culte qui est secret, c'est un culte à mystère, donc ses dogmes et ses pratiques ne sont pas connus de façon très diffuse.
C'est un culte en plus qui n'a pas forcément un nombre d'adeptes pléthorique, donc fatalement si on commence en plus à lui mettre de la législation un peu casse-pied sur le dos, ça va devenir plus compliqué. Par ailleurs, la fin du IVe siècle et début du 5e, c'est aussi un moment où sur les frontières ça devient plus compliqué pour les Romains. Or, la plupart des mitréums sont sur les frontières, donc ça aussi ça rend les choses plus compliquées pour la communauté des croyants. Donc on peut supposer soit qu'il y a des mitréums qui sont détruits, le manuel de l'exposition évoque que notamment, comme Mithra était un dieu identifié comme étant assez populaire dans les légions romaines, eh bien il y a pu y avoir des barbares qui ont volontairement visé les temples de Mithra, barbares avec des guillemets, hein. Voilà. Pour les Romains ce sont des barbares, qui ont pu volontairement viser les temples de Mithra, et on pense que cette théorie est plausible parce qu'on a retrouvé notamment pas mal de statues de Mithra, de Cotès, de Cotopatès décapités. Donc comme si on avait voulu symboliquement montrer que le dieu était mort. Et par ailleurs, il y a aussi évidemment des tensions avec les chrétiens, puisque comme ils s'affirment, progressivement il y a des incitations aux conversions, etc., etc. Donc le mélange de tout ça, si je dis pas de bêtises et si j'ai bien compris ce que j'ai lu, ce qui m'a l'air de tenir à peu près la route, hein, normalement, j'ai pas dû dire trop d'âneries, eh bien le culte progressivement va commencer à péricliter, à avoir de plus en plus de mal à recruter des adeptes, à entretenir les constructions telles qu'elles pouvaient exister, et donc fatalement, au cours du 5e siècle, commencer à s'étioler d'une façon difficilement réversible. Comme je disais, ouais, je m'étais un peu plus intéressé à ce fantasme du 19e siècle. Est-ce que si le christianisme ne s'était pas imposé, est-ce que le mithriacisme, donc le culte de Mithra, se serait lui imposé? Mais c'était à une époque où on avait cette image de monothéisme, hein, qui aujourd'hui on sait qui est complètement fausse, hein. Donc Oui. la question se règle vite. Le culte de Mithra n'avait sûrement pas d'ambition à se développer à un point qu'il aurait supplanté les autres dieux et même le culte impérial aussi. Là, ce coup-là, la question est vite, est vite répondue, comme Ouais, dirait comme l'autre. dirait l'autre. Néanmoins, effectivement, même si au début du XXe siècle, et même assez tardivement au XXe siècle, on pouvait croire encore que le culte de Mithra était un culte potentiellement monothéiste et qui avait été un rival identifié, presque déclaré du christianisme, on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien, c'était un culte à mystère, polythéiste, un parmi d'autres, qui présentait un dieu qui se plaçait, on va dire moralement et symboliquement au-dessus des autres, mais qui n'était pas spécialement un culte, disons, agressif. Aujourd'hui, on sait donc que tout ça est faux, mais à l'époque, on s'imaginait encore que c'était un culte monothéiste, que c'était un culte un peu sanglant, avec des pratiques un peu bizarres, voire un peu brutales, notamment parce qu'on s'appuyait sur les témoignages des chrétiens, des auteurs chrétiens dont on parlait depuis tout à l'heure. Et cette idée-là, donc d'un culte mithriaque très violent, très brutal, elle a quand même beaucoup infusé dans les imaginaires, comme tu disais tout à l'heure, donc l'imaginaire du 19e siècle et du 20e siècle, mais même l'imaginaire littéraire et l'imaginaire cinématographique. Cette BD-là, donc Jour J, qui est une série de BD qui est vieille, hein. Moi je crois que les premiers Jour J, ils ont dû sortir il y a 10 ou 15 ans quand j'étais encore au lycée. Donc c'est pas récent comme série, je crois qu'ils continuent d'en produire. Donc ce sont des uchronies, c'est-à-dire ils prennent 2-3 jours dans l'histoire et ils font shifter l'histoire. C'est-à-dire ils la tordent en disant bah en fait historiquement ça s'est passé comme ça, mais nous on va décider que non. Et ça dérive très vite. Et donc là ils ont décidé que le Premier Empire n'était jamais tombé, et que à la suite de la Révolution, la France, donc restait le Premier Empire, et qu'en plus de ça, elle devenait mithriaque. Ce qui est quand même assez vénère, hein, comme uchronie, hein, on va pas se mentir, ça fait quand même beaucoup de changements d'un coup. Et voilà, le sacre de Napoléon V. Et donc, le sacre de Napoléon V en question, le voilà. Donc là, on a l'espèce d'archiprêtre de Mithra qui donc couronne Napoléon V dans un temple mithriaque. Il me semble que c'est Notre-Dame de Paris qui a été décatholicisé, déchristianisé, et qui est devenu un temple mithriaque. Donc avec un prêtre là derrière qui a son petit bonnet phrygien, je vais zoomer un peu. Hop là, on voit peut-être mieux comme ça. Avec là le prêtre avec son espèce de bonnet phrygien, et puis là un autre prêtre qui est à moitié nu, etc. Machin. Et donc l'empereur,
qui est habillé un peu comme le bas des tenues révolutionnaires, qui fait tomber le manteau de sacre, et qui se fait couronner, et qui est bardé de sang, etc. Donc on est vraiment sur le fantasme du culte mitriaque hyper violent. Alors pour vous donner une idée du niveau de craquage, ils ont aussi des espèces d'armes électromagnétiques et tout, enfin c'est... Voilà. On est sur de l'Uchronie, hein, donc faut y aller mollo. Mais effectivement, il y a cette idée d'un culte très violent, d'un culte dans lequel le sang, le sacrifice ont beaucoup de place. Donc on est vraiment sur l'héritage de ces auteurs chrétiens. Et sinon, je sais pas si tu avais vu Excavator, ce qu'ils ont fait dans la série Raised by Wolves. Oui, alors j'ai pas vu la série encore, Moi non c'est plus. prévu. Et je l'ai cité dans ma vidéo. Ouais. Ouais. Bah vas-y, Du si tu coup, veux nous en parler, là une je t'ai mis un série qui visuel. se base justement sur le culte de Mitra dans un futur un peu chaotique, si j'ai bien compris, dans lequel Mitra est le dieu au centre de la religion principale de l'humanité, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, on est dans le Encore futur, regardé, hein. je Il y sais a pas des toi, vaisseaux mais- spatiaux, il y a tout ça. Hein. Voilà, donc on est dans le futur, mais le monsieur il a l'air d'avoir un casque Première Guerre mondiale, il a un magnifique bouclier en plastique transparent. Et franchement, je pense que tout le monde est jaloux de son bouclier en plastique transparent sur ce live. Et ils ont des gros vêtements en coton. Voilà. Et ils ont surtout le symbole, donc, qui est dans la série le symbole de Mitra, cette espèce de soleil. Hein. Mitra est un dieu solaire. Mais il est rouge parce que Mitra est aussi un dieu sanguinaire, sinon c'est pas rigolo. Et au-delà de ça, hop, on retrouve dans un certain nombre de visuels, donc ce soleil, etc., et le symbole des acolytes, des différents grades de la religion mitriaque, voilà, qui sont rappelés régulièrement. Donc il y a vraiment un repompage d'une partie des découvertes archéologiques récentes, mais pour reconstruire un Mitra qui n'est évidemment pas le Mitra, ni le Mitra juge arbitre zoroastrien ou masdéen, ni le Mitra romain céleste, et qui est une espèce d'observateur et avisé de l'univers, mais vraiment un Mitra très... vraisemblablement un Mitra très guerrier, très sanguinaire. Voilà. Et à l'inverse, vous avez certains auteurs qui, eux, ont essayé de respecter un peu plus le mythe de Mitra. Hop. Ici, vous avez une statue, donc une grande statue, hein, ça c'est un monsieur, de Mitra dans l'univers de Conan le Barbare. Mais là, ce Mitra-là, pour le coup, il est très masdéen. Il est très inspiré du Mitra justicier, intercesseur auprès des dieux, etc. Mais il existe, du coup, sans le H, il me semble, dans l'univers de Conan le Barbare. Donc c'est rigolo de voir que les différentes formes de Mitra, la version perse et la version romaine, ont subsisté et ont imprégné, parfois différemment, les imaginaires de différents auteurs. Il y a tout un tas de citations finalement d'apparitions de Mitra dans des œuvres contemporaines, plus que ce que j'imaginais avant de me pencher sur le sujet d'ailleurs. Hein. Je sais pas Ouais. toi, mais Ouais, c'est assez les œuvres, impressionnant bon, en fait. Il y a le énormément Barbare, je connais de d'œuvres. nom, mais je m'étais jamais penché sur le truc. Et Rise by Wolf, je connaissais pas du tout l'existence de la série, mais genre vraiment pas. Et ça, par exemple, le fait que dans l'univers de Conan, c'est plutôt le Mitra zoroastrien qui existe, c'est présenté dès le début justement de l'exposition, au moment où on commence à expliquer les origines de Mitra, avant de partir sur son interprétation romaine. Donc en plus, c'est bien timé. Tandis qu'à la fin de l'exposition, sur le dernier stand, là vous avez plutôt les appropriations récentes, avec l'évocation donc, de la série de SF Raised by Wolves, avec l'évocation de la BD Jour J, avec le sacre de Napoléon V, très sanguinolent, que je viens de vous montrer aussi, et vous avez même des évocations de littérature jeunesse. C'est L'Aigle de la 9e Légion, je crois, qui est un grand roman britannique pour enfants, donc sur une légion romaine en Britannia, qui fait des trucs, je sais pas exactement quoi, j'ai pas forcément suivi. Il y avait une adaptation dans les années 50-60 en film, je crois, et une autre plus récente avec Channing Tatum en 2011, un grand film, un grand film. J'ai juste vu des visuels, j'ai eu envie de crever. Un très grand film. J'ai pas vu et du coup je crois que je vais pas les regarder Ouais, parce que je me fie à ton jugement. Ouais, ça a pas l'air bien. Effectivement, ça peut faire peur, je pense. En revanche, le culte mitriaque est présent dans cette œuvre, parce que c'est quand même l'intérêt d'en parler, au-delà du fait que ça a pas l'air bien et que ça... Du coup, ça peut être rigolo de le regarder, mais pas pour passer un bon moment, quoi, ou plutôt pour passer un bon moment malgré le film.
Et du coup, le culte mitriaque est pratiqué et décrit un petit peu dans ce bouquin, mais c'est encore une fois un culte mitriaque très caricatural, avec une vision quasiment monothéiste, avec une rivalité avec les chrétiens, avec des cérémonies très obscures et un peu brutales, etc., etc., etc. Donc on est un peu dans la caricature du culte mitriaque. Ce qui montre aussi que les avancées de la recherche commencent à imprégner, puisque c'est plus forcément le cas dans les adaptations plus récentes. Doucement, il y a des auteurs qui se réapproprient. On l'a vu dans Raised by Wolves, le Mitra de cet univers-là, il est quand même très martial, mais dans le même temps, il y a l'iconographie récemment mise à jour du culte mitriaque qui a l'air d'apparaître, notamment sur le grand symbole au sol sur lequel se tenait le personnage tout à l'heure. Donc ça met à jour progressivement, et c'est bien de voir que les avancées de la science influencent les mondes de l'imaginaire, qui continuent à s'approprier évidemment l'histoire et la mythologie pour fabriquer des choses nouvelles qui sont des fantasmes par définition, mais les auteurs s'abreuvent quand même, j'allais dire, pas à la source, parce que la source elle est perdue depuis longtemps, mais en tout cas à ce qui se rapproche le plus de la source, c'est-à-dire le travail des historiens et des archéologues pour se rapprocher au maximum de ce qui a pu être à une époque la réalité. Alors bien sûr, cette vidéo n'a pas vocation à être un cours universitaire exhaustif, hein, c'est un petit débrief de deux curieux qui se sont baladés dans l'expo, qui ont appris 2-3 trucs, qui ont fait 2-3 lectures complémentaires. Il reste de toute façon, en ce qui concerne Mitra, énormément de zones d'ombre, donc même si on avait voulu aller dans le détail du détail du détail du détail du détail du détail, bah on n'aurait pas pu, tout simplement parce que même les experts aujourd'hui, il y a plein de choses sur lesquelles ils sont pas sûrs. Donc, on espère en tout cas avoir donné un peu d'eau à votre moulin et un peu de lumière à votre lanterne. N'oubliez pas de l'éteindre, et puis vous serez gentil en partant, vous la rendrez à Cotès et à Cotopatès. Bonne soirée à tous, et à la prochaine.